Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Il y a quelques jours, les autorités ivoiriennes annonçaient l'interdiction des commerces à la criée sur les artères de la capitale ivoirienne. L'interdiction s'étend aussi à la circulation des charrettes artisanales, plus connues sous le nom de pousse-pousse en Côte d'Ivoire, mais aussi aux mendiants qui se multiplient de plus en plus dans la capitale économique. Des milliers de personnes impactées. Comment en est-on arrivé là? Quelles mesures pour soutenir ces petits commerces et ces personnes affectées? Quels impacts sur l'économie locale? On en parle avec nos invités du jour. Alain Kouadio, consultant en développement, merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et ici avec nous en studio, M. Serge Patrick de Souza, analyste politique, merci d'être avec nous. Merci M. Soumaro, le plaisir est toujours partagé d'être sur le plateau. Alors, monsieur le gouverneur du district a donné cette information, qui a annoncé cette interdiction qui allait prendre effet très bientôt. Vous, comment vous avez accueilli cette décision et selon vous, quelles peuvent être les réelles motivations d'une telle décision? Merci M. Stéphane Soumaro. Il faut d'abord souligner que cette décision du ministre gouverneur M. C. Bakongwe est légale au regard des prérogatives du district autonome d'Abidjan. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ces dispositions-là sont prises, je crois, pour mettre fin aux activités informelles qui pullulent le long des servitudes publiques. Et les activités informelles, comment peut-on les définir? Les activités informelles sont des activités qui sont exercées en marge de la législation pénale, environnementale et urbaine. C'est au niveau de ces deux dernières causes que le problème se pose. Du point de vue environnemental, du point de vue urbain, lorsque ces activités sont exercées, elles ne respectent pas ces normes. Et on constate une reconfiguration, une requalification de l'espace du fait de ces activités. Mais il est important de noter un fait notable. Ces activités informelles représentent un poids dans l'économie des pays d'Afrique subsaharienne. Notamment, ils représentent entre 20 et 65% du PIB des pays, de l'économie des pays subsahariens, mais également entre 30 et 90% des emplois non agricoles. Et ces activités informelles jouent un rôle moteur dans la dynamique de nos activités économiques. Et je crois que ces activités informelles ont été causées par plusieurs raisons. Il y a d'abord la croissance démographique, il y a le taux de chômage élevé, il y a la pression fiscale, il y a aussi l'incapacité de nos États à mettre en place des structures de régulation pour encadrer ces activités. Lorsqu'on dit qu'une activité informelle, ça veut dire que du point de vue de la formalité, certaines conditions ne sont pas remplies. Donc lorsqu'elles ne sont pas remplies, dans un contexte de crise urbaine, dans un contexte de dynamique démographique, de croissance démographique et au niveau de l'urbanisation, il se pose un véritable problème de chômage. Dans une ville comme Abidjan, où avoir son pain devient une problématique très récurrente, les jeunes diplômés s'adonnent à ces activités et occupent les servitudes publiques. Pourquoi ces servitudes publiques? Parce que les études démontrent que c'est en bordure de voie que ces activités sont plus dynamiques. Et même quand vous faites une cartographie de l'occupation spatiale, vous vous rendez compte qu'il y a une forte concentration de ces activités en bordure de ces voies. Et justement, quand on regarde, c'est vrai au-delà de tout ce qu'il vient de dire, mais est-ce que ces activités, je prends le cas des commerces à la criée qu'on voit un peu sur les grandes artères d'Abidjan et même dans les grandes capitales africaines, est-ce que ce n'est pas un souci sécuritaire pour les usagers même de la circulation? Effectivement, parce que les raisons évoquées par le district d'Abidjan dans son communiqué, il y a trois raisons qui les a poussés à prendre cette décision. D'abord, il y a la question de l'assainissement, parce qu'effectivement, en bordure de route, on vend les produits, les sachets qu'on finit d'exploiter, on jette ça déjà sur la voirie, tout et tout. Donc, ça pose un problème d'assainissement. Ensuite, il y a le problème de la fluidité routière. Souvent, quand les revendeurs envahissent les différentes voies, la circulation devient difficile, notamment pour les automobilistes, parce qu'il faut éviter les accidents. Il y a un grand risque d'accident qui s'accroît, et puis aussi le fait qu'il soit entre les véhicules, ça ralentit quand même la circulation. Enfin, il y a le problème de sécurité des biens et des personnes, parce que des gens profitent de cette situation pour voler, pour agresser. Donc, si aujourd'hui, nous voulons présenter Abidjan comme une vitrine, la vitrine économique de la Côte d'Ivoire. Il y a un ensemble de conditionnalités qui doivent se faire. Et je pense que c'est vraiment un mal nécessaire. Mais en même temps, il faut tenir compte du contexte dans lequel cette décision a été prise. Vous savez, ceux qui vendent dans les bordures de route, ils ne sont pas issus de la classe quand même aisée, ni de la classe moyenne de la population.
80% de ces personnes-là, quand même, sont chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est des bruits. Ils n'ont pas véritablement les moyens qu'il faut. Et on est dans un contexte où les quartiers précaires sont déguerpis à Abidjan. Et généralement, ce sont ces mêmes personnes qu'on trouve au bord de la route là. Ce sont ces mêmes personnes qui habitent pour la plupart les quartiers précaires qu'on déguerpit. Alors justement, c'était aussi ça la suite de ma question. Est-ce que, parce qu'on a vu par exemple à Abidjan une grande campagne de déguerpissement de ces quartiers précaires, est-ce que c'est pas dans le prolongement, de cette initiative? C'est le prolongement, mais ça pose un problème. Ça pose un problème parce que si l'individu est déguerpi déjà, donc il a un problème de logement, de relogement, bien que l'État ait décidé de dédommager, de mettre en place des mesures d'accompagnement, notamment 250 000 francs et puis un terrain, bon, je sais pas, pour une dimension réduite. Même s'il y a ces mesures qui sont prises en compte, mais ça ne règle pas le problème, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la question de l'habitat, la question du logement à Abidjan est devenue plus que de la vente aux enchères. C'est non seulement coûteux, mais pour le niveau de vie de ces jeunes-là, pour le niveau de vie de ces personnes qui jonchent tous les voies pour vendre leurs produits, c'est vraiment difficile. Donc, même si on se met dans cette prolongement cohérente, on va aboutir à un résultat pour dire que finalement, c'est cette classe-là que par ce dispositif, on essaie d'écarter cette classe-là de la ville d'Abidjan pour qu'ils partent dans les villes satellites, dans les villes satellites d'Abidjan où peut-être la vie est encore plus accessible et que là-bas, ils peuvent mener leur activité. Pourtant, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, je pense que le problème n'est pas la décision qui est prise parce que c'est normal. Effectivement, le fait que les gens puissent changer les routes, vendre entre les voiries, ça peut créer des accidents, tout et tout, la question de l'insalubrité, c'est bon. Mais en même temps, lorsqu'on prend une telle décision, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui vont faciliter quand même, je vais dire, cette nouvelle dynamique-là pour permettre aux populations de s'accommoder. Et justement, quand on parle de mesures d'accompagnement, est-ce que vous voyez un plan de recasement? Ces personnes, c'est quand même leur gagne-pain. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui doit être fait ou qui est prévu? Monsieur Stéphane, cette question est très pertinente. Je pense que cette question aurait dû être posée en amont. Cette préoccupation aurait dû être résolue en amont par les autorités compétentes du district autonome d'Abidjan. Parce qu'on a tout à l'heure donné les statistiques. On a vu la contribution des activités. Il s'agit des activités informelles, du point de vue urbanistique, environnemental et fiscal, pénal et autres. On a explicité le poids de ces activités dans le développement socio-économique, dans le contexte de crise socio-économique dans lequel nous vivons. Et on sait déjà que ces activités jouent un rôle très important. Donc, qu'est-ce que le district autonome d'Abidjan aurait dû faire? Il aurait d'être judicieux de mettre en place un mécanisme d'encadrement de ces activités. Ce mécanisme pourrait être constitué de quoi? Exemple, trouver un site pour les recaser, les identifier, les recenser, leur donner des numéros matricules, voir quelle est la typologie des activités qu'ils exercent. Quelle est par exemple la contribution de ces activités-là dans le tissu urbain, dans la dynamique spatiale. Une fois que tous ces éléments sont faits et qu'on leur trouve des sites de recasement, le ministre du gouverneur pourra automatiquement mettre en place sa politique. Parce que n'oubliez pas que l'État a un rôle régalien. Et au regard du rôle régalien de l'État de Côte d'Ivoire, il est important que ces individus-là aient de la place dans la construction nationale, dans la dynamique de l'économie. Donc ne pas prendre en compte ces populations avant de mettre en place des mesures si coercitives, même si c'est pour le bien-être, même si c'est pour l'embellissement de la ville, je pense que c'est un crime de lèse-majesté. Alors, on a vu le cas avec le Sénégal, avec Dakar. Le maire de la commune de Dakar, Khalifa Sall, avait initié ce projet Grand Dakar, où il avait aussi interdit tout ce qui était commerce ambulant. Et on a vu que près de 50 000 commerces à la criée ambulants ont été recasés, notamment dans les marchés Félix Eboué, le marché de Petersen et du champ de course. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez des idées de sites où ces personnes pourraient être recasées? Et puis, est-ce que c'est viable? Parce qu'on a vu le cas de Dakar, depuis 2010 que c'est lancé, mais on voit toujours des... Non, le problème est posé. À Dakar, c'est le maire. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est le gouverneur. Alors que ces personnes qui vendent habitent des communes. Et ces communes-là, les sites de relocalisation là, doivent être mis à disposition par qui? Par les communes. Donc je me dis que tout ce qui devait être pris comme initiative devait être dans le cadre d'une concertation permanente. Je crois qu'il y a un cadre de discussion entre les maires du district d'Abidjan et de la ville d'Abidjan et le gouverneur. Donc
mener une telle politique et identifier les sites de recasement sous-entend qu'au préalable, il y a une concertation qui a été faite d'abord avec les maires et ensuite faire sortir un planning. Et comme ce que M. Alain a dit, c'est d'identifier ces personnes-là et identifier les sites où ces personnes-là interviennent. C'est plus facile de les recaser. Maintenant, je vais dire, c'est quoi? C'est du lotus, c'est qu'ils vendent, c'est vraiment des petits produits. Est-ce qu'on va créer un site particulier où on vend seulement les lotus là-bas, les gens qui sont sur la circulation là vont acheter. En fait, c'est tout ça le problème. Maintenant, il ne faudrait pas aussi négliger un aspect. Vous voyez ça, le commerce informel en Côte d'Ivoire fait 51% du PIB. Alors qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est près de 80% de la dynamique économique qu'on retrouve à Abidjan. Et selon l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est au total 3 millions de personnes qui vendent dans le secteur informel, qui n'ont pas de magasins. Et les 3 millions de personnes, plus de 60% se retrouvent à Abidjan. Donc vous voyez que c'est vraiment une masse de personnes qu'il faut pouvoir gérer. On gère cette masse-là comment? C'est vrai que c'est une question d'embellissement, c'est une question de sécurité, mais est-ce qu'après, si c'est mal géré, ça ne va pas créer l'effet contraire pour faire accroître le taux de banditisme, d'autant plus que déjà, c'est un secteur qui avait déjà été traité. Abidjan, aujourd'hui, on sent que la sécurité y est. Mais est-ce qu'après cette situation-là, parce que déjà, il y a des gens qui n'ont plus de logement, de deux, ils vont perdre leur emploi. Et est-ce que les deux situations-là, mises ensemble, dans la même période, dans un contexte d'inflation de la vie, dans un contexte de taux de chômage relativement élevé, dans un contexte de chaleur où les gens ont vraiment besoin de prendre en charge leur famille, est-ce que dans ce contexte-là, il n'y aura pas un effet contraire? Chercher. Alors permettez-moi de vous poser une question parce que justement quand l'annonce du district a été rendue publique, il y a eu une étude qui a été publiée et justement le site d'internet d'information, le bulletindiplomatique.com a fait ressortir une analyse selon laquelle justement ces commerces à la criée là font partie d'un certain réseau. Il y a des personnes, on va dire bien structurées, qui pour écouler certaines de leurs marchandises dans le marché noir utilisent ces personnes-là. Donc c'est un manque à gagner important pour l'économie nationale ivoirienne et même pour les autres économies sous-régionales. Est-ce que vous pensez que cela est aujourd'hui une réalité? Est-ce que vous avez eu vent de cela, ces contrefaçons, ces produits qui passent par les circuits dérivés? Évidemment, c'est ce qui caractérise même l'activité informelle. On a dit que c'est une activité qui se fait en marge de la législation fiscale. Vous voyez, j'ai aussi dit précédemment que la pression fiscale a entraîné une explosion de ces activités. Mais lorsque vous avez des marchandises que vous n'arrivez pas à les écouler, vous payez l'impôt. Si vous ne les écoulez pas dans un temps record, vous aurez des difficultés. Il y a le fait des impôts, mais la question qui est ressortie de l'enquête, en fait, ce sont des produits de contrefaçon et souvent même des produits périmés. Donc, il y va déjà de la santé même des populations. On achète rapidement à la criée sans savoir est-ce que le produit est périmé, le produit n'est pas bon, il y a des effets secondaires. Et ce sont de gros montants qui sont justifiés par cette enquête que le bulletin diplomatique a fait ressortir. Bon, là, c'est une information qui a été relayée par un organe de presse. C'est une question de vérification. Il faut vérifier cette information. Pour le moment, je la prends avec beaucoup de pincettes. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que l'exercice de ces activités comporte d'énormes risques. Il a si bien dit, les questions de sécurité, les questions sanitaires et autres. Mais au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, il est important de noter et de signifier que l'essentiel de ce qu'on vit est le résultat d'une politique urbaine mal contrôlée. Parce que quand vous voyez une urbanisation où Abidjan est pratiquement macrocéphale, Abidjan englobe tout. C'est vrai que son port a été un puissant outil de structuration de l'espace de création de l'emploi. Mais moi, je crois qu'une politique urbaine, si elle avait été mieux organisée, si elle avait été mieux gérée, si la décentralisation avait été bien faite, on allait éviter ce trop-plein de population à Abidjan. Également, la question même de l'encadrement des activités. Par moment, le mot même activité informelle ou de commerce à la criée est un peu péjoratif.
dans la mesure où on connaît déjà le poids de ces activités dans la dynamique économique. Il serait important pour l'État de mettre en place un système pour formaliser ces activités dites informelles en griffe, de sorte à ce qu'on puisse éviter certains désagréments tels que la contrefaçon des produits. Mais aujourd'hui, si les produits sont contrefaits, et que cela pourrait avoir des incidences sur la santé des populations. Mais cela relève de qui? Cela relève du ministère de la Santé, de la compétence du ministère de la Santé et du ministère du Commerce. Ça veut dire que quelque part, un travail n'avait pas été fait. Comment ces produits se sont retrouvés sur le territoire ivoirien? Ça veut dire que quelque part, nos frontières sont poreuses. Ça veut dire que quelque part, la douane, la gendarmerie n'a pas pu faire son travail. Mais là, le sujet de la contrefaçon, c'est quand même un dossier assez sensible parce que même dans tous les pays du monde, il y a ça. Et puis souvent, c'est même... Je veux dire que c'est le rôle de l'État. Le rôle régalien de l'État, c'est d'assurer toute la sécurité des populations, des biens des personnes, de ce que mais on a eu à recevoir aussi ici sur ce plateau des responsables des autorités du gouvernement qui étaient au niveau du contrôle qualité de ces produits et au niveau des consommateurs. C'est vraiment aussi, on va dire, il y a une éducation citoyenne qui doit être faite. Les populations même doivent savoir à quel risque elles s'exposent en achetant ces produits. Alors, on va avancer sur le sujet parce qu'il y a un point c'est la de la faiblesse question du pouvoir d'achat de nos populations. Pas forcément la faiblesse, je prends cet argument. Voilà. On va avancer un peu sur le sujet parce que dans cette mesure d'interdiction, c'est vrai qu'il y a les commerces à la criée, mais il y a aussi le volet de la mendicité des mendiants qu'on voit un peu qui pullule en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les autorités pourront véritablement mettre un terme à cette situation de mendicité en Côte d'Ivoire? On a vu le cas dans certains pays voisins. La situation de mendicité est devenue pratiquement culturelle en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement culturel. Parce que quand il y a des cultures qui justifient la mendicité. Je ne veux pas indexer directement, mais c'était fait. Et quand une situation devient culturelle, après c'est difficile pour une rééducation. Sinon après, c'est vrai, il y a une autre catégorie de personnes qui pratiquent la mendicité, qui sont des expatriés, des personnes qui viennent en tant que réfugiés, tout ça. Ceux-là, on peut les maîtriser. Mais ceux qui voient le volet mendicité comme ce qui est culturel et qui justifient d'ailleurs, pour des questions culturelles ou idéologiques, je vais dire ça comme cela. 2, pour des questions de difficulté de vie, parce que c'est vrai, c'est difficile à la maison, on n'arrive pas à avoir de quoi manger, donc on est obligé de se débrouiller comme cela. Quand on arrive à ce niveau-là, après, c'est difficile de gérer. Sinon, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord personnellement avec le fait que la question de la mendicité soit traitée, mais vraiment avec beaucoup d'acuité, de rigueur. Parce que la mendicité ne contribue pas au développement économique d'un pays. Ça n'existe pas. Et pour revenir à la question, notamment sur le réseau de blanchiment, moi j'appelle ça un réseau de blanchiment d'argent, notamment les ventes à la criée. On a vu en Côte d'Ivoire un réseau de fabrication de fausses pièces de 100 francs. Ces pièces-là, comment est-ce qu'on les met dans le réseau? Ce n'est pas dans une banque. Généralement, ils ont des réseaux de ces personnes-là qui ont énormément de jetons en main. Quand tu achètes un produit, tu donnes 500 francs, même 1000 francs, il te fait la monnaie de 900. Est-ce que tu as le temps de vérifier si la pièce est vraie? Bon, non, ça peut servir aussi de réseau de blanchiment d'argent. Et puis, on a vu en Côte d'Ivoire, Abidjan, des réseaux de fabrication de boissons frélatées de manière clandestine. Mais tout cela, ils ont un réseau d'écoulement. Donc, la chaîne est énorme et c'est un réseau qui est vaste. Et tout ce système-là expose bien sûr la qualité de vie des populations. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec M. Alain quand il dit que tout est entre les mains du gouvernement, il faut pouvoir mettre de la rigueur. Mais en même temps, il y a aussi un effort citoyen que nous devons faire apporter, parce que c'est vrai que le gouvernement va mener des activités, mais si le citoyen par derrière n'arrive pas à accepter de s'imprégner de cette nouvelle dynamique, après ça va créer des difficultés plus loin. Donc, je pense que de part et d'autre, il y a des efforts qu'il faut pouvoir mener puisque les conséquences de l'explosion démographique de la Côte d'Ivoire n'est pas de 2023. Je pense que c'est parti déjà du premier coup d'État. Ensuite, il y a eu en 2002 la rébellion qui a créé l'exode vraiment explosé à Abidjan parce que tout le monde se disait que comme la présidence à Abidjan, la zone la plus sécurisée,
Donc, il y a eu vraiment l'explosion de personnes venir à Abidjan et c'est là qu'est parti un boom. Après, il n'y a pas eu une politique réelle de réorganisation, de recasement, vraiment une politique qui allait vraiment contrôler ce flux migratoire-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et jusqu'en 2011. Aujourd'hui, quand tu arrives à l'intérieur du pays, tout le monde s'est dit que Abidjan est l'Eldorado, il faut qu'on vienne se chercher à Abidjan parce que c'est à Abidjan que toutes les opportunités sont. Et on parle de la question de la décentralisation. Quand vous voulez passer des concours, heureusement que maintenant, il y a des réformes qui sont prises, des décisions, notamment l'INFAS, et c'est un concours où on peut s'inscrire à l'intérieur du pays. La digitalisation de méthodes d'inscription a aussi un avantage. Mais je vais dire que quand on doit passer des concours et que tout doit se faire à Abidjan, pour un étudiant qui vit à Daloa, il doit composer, il doit s'inscrire. Il doit venir faire tout ça à Abidjan pendant une semaine, 2 semaines, alors qu'il n'a pas de parents, il ne sait pas où s'héberger, il va dormir à la gare. Mais en fin de compte, il décide de venir rester à Abidjan, mais c'est des conditions difficiles parce que tout est à Abidjan. Donc l'expression tout à Abidjan, qui est devenue pratiquement culturelle, c'est une expression qu'il faut pouvoir changer. Mais dans la décentralisation. Dans la décentralisation, oui, je vous vois bouillonner pour rebondir. Vous allez rebondir sur la question, mais permettez-moi, on a vu par exemple cette décision des autorités ivoiriennes d'interdire la mendicité. On a vu que c'est pas un greffe nouveau. Le Niger a ordonné, en tout cas, a interdit la mendicité depuis 2019, mais on voit encore quelques cas dans les rues. Le Sénégal, depuis 2010, mais on retrouve encore des mendiants dans la rue. Et figurez-vous que par exemple, au Sénégal, je vous donne juste un chiffre pour l'année 2016, la mendicité rapportait environ 5,4 milliards de francs CFA. Bon, pas remporté. Les mendiants arrivaient à cumuler 5,4 milliards de francs CFA seulement pour la ville de Dakar. Donc, c'est quand même une certaine manne. Mais M. Dessouza a donné une explication qui est très limpide. Il a dit une chose qui est très importante. On ne développe pas un pays par la mendicité. Avoir une recette de plus de 5,4 milliards en termes de mendicité pour une commune, ce n'est pas un exemple de développement. Quel exemple veut-on donner à notre population, à la progéniture, à la prochaine génération? Je pense que c'est un exemple à proscrire. En ce qui concerne l'application réelle de cette politique en Côte d'Ivoire, je pense que la décision, la volonté de dissoudre l'autonome d'Abidjan est claire. Redonner les lettres de noblesse de la ville d'Abidjan. On dit que la ville d'Abidjan est la vitrine économique de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prétendre avoir une vitrine économique et puis avoir des activités qui ont tendance à enlaidir, à contrarier la politique voulue par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, la mise en place de cette politique pourra réussir si et seulement s'il y a une brigade qui va faire un suivi, une évaluation, si les forces de police sont mises à contribution, si on associe les différents conseils municipaux qui feront sortir leur police municipale, de sorte à ce que la décision soit appliquée. Je pense que le tout sera joué. Maintenant, en ce qui concerne la question de la croissance démographique, je vais revenir là-dessus. Il faut dire que la question de la croissance démographique, je n'ai pas dit que c'est un fait qui est lié aux dernières années. Il a dit que la question de la croissance démographique à Abidjan est liée à son port, qui a été ouvert en 1951, parce qu'un port est un puissant outil de situation de l'espace et de création de l'emploi. La ville d'Abidjan a été bâtie autour de 2 moteurs principaux, la commune du plateau et le port autonome d'Abidjan. C'est autour de ces 2 leviers que la ville a commencé à connaître une extension. C'est ce qui a entraîné une dynamique massive des populations vers Abidjan. Figurez-vous que la zone portuaire abrite 65% des unités industrielles de la Côte d'Ivoire. Environ 97% des ressources fiscales et industrielles proviennent du port. C'est plus des emplois urbains du pays. Donc, raison pour laquelle il y a une forte attractivité. La ville d'Abidjan est attractive, elle polarise. C'est ce qui explique cette dynamique démographique, même s'il y a eu des conjonctures, même s'il y a eu des difficultés, des crises sociales, mais ces 2 faits-là sont en partie responsables de cette forte croissance démographique au niveau de la ville d'Abidjan. Alors, monsieur, on a vu en tout cas ces commerces à la criée, cette situation de mendicité. Quelque part, quand je donnais le chiffre, par exemple, de 5 milliards de francs CFA accumulés par an, ça montre aussi, pour que ces mendiants puissent bénéficier de cette manne, c'est la population, les gens qui viennent donner cet argent. Donc, c'est pour dire que quand même, dans les cultures, si des gens sont prêts à débourser 5,4 milliards pour des mendiants, je pense que la culture citoyenne, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau de l'éducation même citoyenne dans ce sens. Vous voyez, lorsqu'on était dans les années 90,
il y avait un concept qui était vraiment mis en vogue sur la question de l'exode rural. Parce que, comme monsieur Alain a dit, le port d'Abidjan et surtout Abidjan avait une forte attractivité. Et on s'est rendu compte que les jeunes préféraient laisser les champs pour venir en ville pour se chercher. Je pense que l'environnement était propice, puisque c'est maintenant la Côte d'Ivoire se considère économiquement, il y avait des opportunités. Mais malgré cela, on a introduit dans la formation scolaire le concept d'exode rural, de lutte contre l'exode rural. Donc déjà, dès l'école primaire même, l'élève savait ce qu'on appelait l'exode rural, il savait les conséquences de l'exode rural. Cette éducation citoyenne avait déjà commencé. Mais à partir de l'année 2000, ça veut dire que tous les élèves de l'année 2000, tu lui demandes mais c'est quoi l'exode rural, il ne saura quoi te dire. Parce que c'est un concept qui a disparu du discours. Et c'est ça aussi l'un des problèmes. Je veux dire que il faudrait que... Sinon, il y a San Pedro a un port. Mais aujourd'hui, San Pedro n'est pas aussi bondé de monde comme Abidjan. Parce qu'effectivement, il y a eu non seulement ces conjectures-là, mais en même temps, il y a eu aussi le port d'Abidjan qui est traditionnellement comme Abidjan est vraiment la capitale, la vitrine. Tout le monde veut venir à Abidjan. Abidjan, il y a tout ce qui est intéressant comme distraction. Abidjan est le lieu où les articles coûtent moins cher. Abidjan est là où on a les réseaux, les ministres sont là-bas, tout ça. Ce qui fait que finalement c'est compliqué. Si on a une capitale politique qui est Yamoussoukro, pourquoi ne pas penser à délocaliser tous ces ministres-là à Yamoussoukro? Si on a à Yamoussoukro la maison du Parlement, des députés, la maison parlementaire, pourquoi ne pas demander à ces élus-là d'aller faire les sessions là-bas? Au lieu de faire le congrès seulement à l'hôtel Ivoire ici, ou à tout moment qu'on convoque un congrès à l'hôtel Ivoire ici, pourtant on peut partir faire ça à Yamoussoukro. Je veux dire qu'au final, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut pouvoir y voir. Beaucoup de propositions, et c'est un sujet, beaucoup de propositions. C'est vrai qu'on ne pourra pas épuiser le sujet. On arrive carrément au terme de cette émission. On ne pourra pas épuiser. On vient d'ouvrir le débat ici, et en tout cas, le débat se poursuit encore chez vous. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission. On parlait de l'interdiction des commerces à la criée, de la mendicité des charrettes locales en Côte d'Ivoire, et plus précisément dans le district d'Abidjan. Le débat, comme je l'ai dit, se poursuit chez vous. Excellente suite au programme sur nos antennes, et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Éco Débat.